Mathieu Nochelski, bonjour. Bonjour. Tu es le cofondateur de Soignons Humains et de métier infirmier. Même si le métier infirmier en soi, tout le monde le connaît ou le côtoie à un moment donné, mais dans l'univers du soin, l'infirmier n'est pas toujours bien identifié, même au sein des professionnels. Est-ce que vraiment en quelques mots, tu peux nous décrire le périmètre du métier d'infirmier? Le périmètre du métier d'infirmier. Alors c'est vrai que j'aime bien dire que je suis infirmier de cœur. Et parce que le métier d'infirmier, c'est pas juste, parfois on entend un auxiliaire médical. J'aime pas trop cette appellation. Je pense que l'infirmier a vraiment un rôle propre, et c'est d'ailleurs dans la définition. L'infirmier, il a vraiment un rôle dans le parcours du soin du patient, des personnes qui sont soignées, et par moments même avant la maladie. Son rôle, il est dans le champ du préventif, au niveau du soin, de l'éducatif, de la partie curative, et également dans tout ce qui va être palliatif. Mais dans toutes ces dimensions, il va à chaque fois s'adresser autant sur l'environnement de vie du patient, le côté psychique, social, familial, et puis après toute la partie de physiologie. Il va également s'intéresser à tous les facteurs environnementaux autour du patient. À partir de tout ça, il va normalement co-construire avec le patient, les proches aidants, ce qu'on va appeler un projet de soins. Et ce projet de soins, il va se mettre en interaction, et c'est une des capacités des infirmiers, c'est être en coordination, en lien avec toutes les autres professions médicales, paramédicales. Il travaille du coup sur une partie de rôle sur prescription avec le médecin, mais il a un vrai rôle propre qu'il peut initier de lui-même dans son projet de soins. Et puis voilà un petit peu pour résumer, ça donne une bonne idée, qu'il peut pratiquer à plein d'endroits. Dans le parcours de soins tel qu'il existe aujourd'hui dans le système existant, ton expérience t'a amené à identifier des freins, des points de blocage. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement? Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le milieu du soin? Moi, j'ai parlé particulièrement pour les infirmiers, puisque c'est un peu le sujet qu'on porte à Soignons Humains, même si on regarde tout le champ paramédical, médical. Aujourd'hui, les infirmiers, principalement, ce qui les amène à être épuisés, à arrêter leur métier pour certains entre 3 et 5 ans après leur diplôme, c'est une notion de perte de sens. Ce qui est très difficile pour un infirmier, ça a été, je l'ai vécu aussi, c'est de sentir qu'à un moment donné, je ne peux pas faire pleinement mon métier dans toutes ses dimensions. Si le système me contraint ou ne me permet pas d'être reconnu pour tout ce que je fais, eh bien je vais perdre du sens, je vais m'épuiser. Et l'autre axe très difficile, c'est la notion de l'isolement. On a beau être dans un métier où on travaille en équipe, c'est une équipe par moments écrite sur le papier ou dans l'intellect, mais c'est pas forcément une équipe qui vit profondément. Donc pour nous, à Soignons Humains, les deux facteurs qu'on a identifiés, c'est cette notion de dire, ben voilà, il y a un épuisement à cause de la perte de sens, et puis il y a un épuisement sur le non-soutien. Et cette perte de sens, parce qu'on l'entend dans beaucoup de métiers, elle se matérialise comment? Qu'est-ce qui fait qu'un soignant peut avoir ce sentiment d'être dans un carcan, concrètement? En fait, le système, qu'on soit à l'hôpital ou au domicile, il nous contraint à être dans une approche qu'on va qualifier à l'acte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir une prescription qui va me dire tu dois faire telle injection, tel prélèvement, tu dois soigner tel membre. Mais un infirmier, comme je l'ai décrit dans les champs du métier, je m'adresse avant tout à un humain. Je m'adresse à une personne. Je viens pas m'adresser à un membre ou je viens pas m'adresser à un acte. Et la perte de sens, elle se joue là-dessus. C'est qu'à un moment donné, je deviens focus sur l'acte, je deviens focus sur le membre, l'organe qui est atteint, et je ne focus plus sur la personne et sur l'être humain. Or, j'ai choisi un métier de l'humain, c'est pour être premièrement en relation et avoir cette vision globale. Quand je commence à avoir ces œillères, à un moment donné, eh bien, je vais petit à petit rentrer dans une réflexion qui va plus me focaliser sur la personne, mais me focaliser sur l'acte. Quand je suis à domicile, je vais avoir peur parce que je sais qu'il faut que j'engrange les actes pour vivre en tant que libéral. Je suis plus en sécurité. Ça veut dire que si, par rapport à la prescription, il y a des choses qui sont identifiées qu'il faudrait faire, ce n'est pas fait parce que ça sort du champ légal ou de remboursement et de prise en charge? Alors tout à fait, c'est exactement ça, c'est ce que j'allais continuer à t'expliquer, et merci de me relancer sur cet aspect-là. À un moment donné, aujourd'hui par exemple, dans la nomenclature d'actes du domicile, un infirmier peut faire reconnaître seulement 40 à 50% de ce rôle propre que je t'évoquais au début de cet échange. Et donc à un moment donné, je peux faire le reste, parce que ça fait sens pour moi, je sais que c'est dans mon métier, je l'ai appris, mais je vais jamais être reconnu pour, je vais jamais être soutenu pour.
Et à un moment donné, il faut que je vive quand même dans mon travail. Oui, c'est ça. Donc si je suis pas payé, si je suis pas reconnu, si je vois que je suis le seul à le faire dans l'équipe, par exemple, ou que les autres professionnels autour n'accompagnent pas ce soutien que je suis en train d'amener sur le rôle propre, ben à un moment donné, je me dis, mais à quoi ça sert que je le fasse réellement? Ça devient du bénévolat, finalement. Ça devient du bénévolat. D'accord. Et c'est ce qu'on essaie de transformer à Soignons Humains et avec le projet d'équilibre qu'on porte. Alors justement, Soignons Humains, cette expérimentation, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau et en quoi ça peut changer la donne? Alors, Soignons Humains, on est aussi les représentants de Buurtzorg Hollande. Donc, Buurtzorg, ça veut dire soins de proximité. C'est une approche qui a transformé les soins à domicile en Hollande. Alors, on n'est pas le système hollandais ici, on est en France. On s'en est inspiré, nous, pour construire un système qui s'appelle Équilibre, équipe d'infirmières libres, responsables et solidaires. On se base sur 3 piliers. L'approche holistique, redonner aux infirmiers la capacité d'avoir cette approche globale, multidimensionnelle, d'être focus d'abord sur cette relation de confiance avec le patient et les aidants, de manière à ne pas regarder l'acte, l'organe défaillant, la pathologie, mais à regarder l'entièreté de l'environnement. Et on leur donne les moyens au travers d'un référentiel de soins qui s'appelle le HOMA System, de pouvoir mettre en avant tout ce qu'ils font, même ce qui va au-delà de ce qu'on évoquait avant, juste de la prescription. Ensuite, le deuxième pilier, ça a été de dire, on cible une notion autour de l'autonomie. On veut que les infirmiers puissent vraiment redévelopper, maintenir l'autonomie des patients. On croit, et ce qu'on a vu dans les études internationales, c'est que si on a ce focus-là, ça diminue la consommation de traitement, ça évite des réhospitalisations, ça retarde les entrées à l'hôpital, ça permet un meilleur parcours de soins pour le patient. Ça permet aussi, à un moment donné, ces deux regards global plus le regard autonomie, d'accepter tout patient. Parce qu'avec ce que je t'ai évoqué, dans la notion de la nomenclature d'actes, il y a des actes qui sont plus cotés, donc ça va forcément mettre un biais où je vais peut-être choisir des patients qui ont un soin plus coté si je suis dans le classique. C'est pour ça que nous, pour sortir de l'acte, dans le projet, on a dit on sort de la tarification actée, on passe sur une tarification au temps réel passé, un tarif horaire, et qui n'est pas du tout un forfait. Les infirmiers n'ont pas de limite. À partir de la prescription médicale, ils initient le projet de soins et ils passent le temps juste et nécessaire avec le patient. Et dernier pilier, je t'ai parlé du soutien. Eh bien, nous, on a mis en place toute une approche d'accompagnement de l'équipe. L'équipe, ça ne va pas de soi. Et donc, les infirmiers qui sont dans le projet sont accompagnés par des facilitateurs en intelligence collective, des facilitateurs coachs, qui les accompagnent en termes d'écoute, de soutien à leur demande, pas pour leur dire « vous devez faire ça », mais pour les aider à trouver en équipe et par eux-mêmes les solutions aux difficultés qui se présentent. Il y a combien d'infirmières et d'infirmiers dans l'expérimentation? Alors aujourd'hui, on est à 180 infirmiers à peu près, ça varie dans les remplaçants, mais c'est à peu près ça. Sur 3 régions, les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Occitanie, on a une mixité d'infirmiers pour certains salariés en centre de soins à domicile et pour d'autres, en grande majorité, ce sont des infirmiers libéraux. Et le passage de l'acte au temps passé, en termes de gestion purement budgétaire et économique, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait une dérive, c'est-à-dire un trop de temps passé, peut-être par une relation affective qui se crée avec certains patients? Alors, c'est là où du coup, il y a d'abord, je dirais, une régulation par l'équipe. À partir du moment où l'équipe a le visu sur ce que chacun fait, parce que c'est le cas, on a un système numérique qui le permet. Moi, je vais peut-être voir que mon collègue a passé 1 heure et moi, je passe 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Mon but, c'est pas d'être suspicieux, mais c'est de me dire, pourquoi toi, tu as passé 1 heure? Peut-être que c'est nécessaire ou c'était nécessaire ce jour-là. Peut-être aussi que moi, en fait, j'ai réussi à autonomiser puis je l'avais pas partagé à l'équipe. Du coup, le patient, il l'a pas forcément dit au collègue, il le laisse faire. Donc, il y a déjà ce système. Nous, on a voulu remettre cette confiance et ce principe d'autorégulation. Après, très clairement, c'est l'assurance maladie qui garde le visuel sur les chiffres de chaque infirmier. Et à un moment donné, comme ils ont 180 infirmiers, ils peuvent très bien aller regarder sur le terrain, aller voir dans les dossiers. On leur a donné l'accès en disant « mais si vous voulez, allez voir sur le terrain ». Et puis après, on a développé un principe de pérabilité. Moi, je suis infirmier à Toulouse, j'ai un collègue qui est à Paris. Eh bien peut-être en fait j'ai envie d'aller voir comment ça se passe dans son équipe. Et donc les infirmiers peuvent vivre cette pérabilité d'aller voir auprès d'un collègue, pas en mode contrôle, mais en mode j'apprends de toi. Et puis peut-être moi avec mon expertise et mon expérience, j'ai des choses aussi à partager avec toi. Peut-être tu le vois pas chez ce patient-là, mais moi j'ai vu un axe où il a peut-être un besoin que tu pourrais accompagner et qui pourrait redonner de l'autonomie. Donc il y a ce principe à la fois de la structure tutelle de l'assurance maladie, et puis après, ce principe de vécu en intelligence collective dans le collectif des infirmiers qui sont dans le projet. À supposer que la tarification au temps passé ait un coût supérieur à l'acte, finalement, il y a aussi un retour sur investissement
qui vient compenser ce surcoût par plus de prévention et plus d'autonomie, c'est ça? Alors c'est ça, c'est vraiment ce qu'on a expliqué aussi à ceux qui sont en train d'évaluer le projet, aux tutelles telles que le ministère et l'assurance maladie, c'est d'essayer de ne pas regarder juste le coût du temps passé à un instant peut-être en rapport avec une prescription, mais de regarder l'efficience que ça amène à plus long terme sur l'évolution de la pathologie chronique, sur le nombre de réhospitalisations, sur la consommation de traitements. Et puis parfois aussi, on voit des patients qui vont être amenés à consommer plus de médecins et plus de traitements, mais ils étaient en rupture de parcours de soins et l'intervention a permis de les remettre dans ces parcours. D'accord. Et s'il y avait une généralisation de ce dispositif, j'imagine que c'est l'ambition de cette expérimentation, ça pourrait potentiellement être généralisé à l'échelle nationale et pour quel bénéfice pour la société? Est-ce que le bénéfice principal il est économique ou c'est aussi peut-être la création de liens? Quels sont les différents bénéfices visés? Alors, on est dans un article 51 du coup, c'est un article du coup légal, national. Le principe des articles 51, c'est que si l'expérimentation qui est menée fait ses preuves sur le plan qualitatif et quantitatif, l'assurance maladie et le ministère s'engagent à réfléchir pour l'inscrire dans ce qu'on appelle le droit commun. C'est-à-dire que ça soit accessible aux soignants, mais aussi aux personnes soignées et accompagnées. Donc oui, si on valide les deux plans d'évaluation, probablement que cette approche va être déclinée dans les mois, voire les années à venir. Peut-être pas comme elle était là, mais avec des inspirations qui en sont issues. Et puis pour répondre à ta deuxième question, quel bénéfice? Le bénéfice, nous, on le veut sur le plan tripartite. Système de santé, patients aidants et soignants. Bénéfice pour les soignants qu'on mesure déjà, c'est des soignants beaucoup plus heureux dans leur métier, des soignants qui envisagent de perdurer dans le métier. Donc on est dans une période où il y a beaucoup de candidats qui rentrent dans les instituts, mais au final, on a une perte d'attractivité du métier parce que les gens l'arrêtent vite. S'ils sont à l'aise, s'ils sont heureux, s'ils ont du sens, s'ils sont soutenus, ils vont continuer à travailler plus longtemps. Donc, on va garder des soignants qui vont soigner dans toute la dimension qu'on a évoquée ensemble. Donc, premier bénéfice sociétal. Deuxième bénéfice pour les patients et les aidants, c'est une facilité de parcours de soins. C'est éviter d'être sélectionné par rapport au fait que je suis peut-être une personne âgée. Je rapporte moins à l'infirmier, donc je vais avoir des difficultés à en trouver un. Meilleur parcours de soins, meilleure orientation, plus de prévention et donc un état de santé peut-être qui évolue moins vers de la perte d'autonomie, de l'anticipation sur l'apparition de pathologies chroniques. Et puis pour le système de santé, dans une période de désert médical, c'est s'appuyer sur des professionnels qui se forment encore plus, qui développent des compétences complémentaires, tout en restant inscrits dans le lien avec le médecin et dans le lien avec les structures existantes de coordination sur le territoire. Donc c'est un bénéfice parce qu'on peut s'appuyer sur des professionnels qui ont des compétences complémentaires. Et puis bénéfice financier, les études dans les autres pays qui ont mené cette approche, on ne constate pas forcément une économie très vaste. On constate une économie sur les soins les moins complexes. Dans les situations plus complexes de pathologie, on se rend compte que ça coûte la même chose, mais si on regarde à une échelle plus longue dans le temps, il y a une économie parce qu'il y a moins d'hospitalisation, moins de sollicitation des spécialistes, une entrée plus retardée dans les secteurs médico-sociaux, une prise en soins palliatifs qui peut avoir lieu à domicile et donc qui va coûter 30 à 40% moins cher pour les structures qui remboursent les soins. Donc il faut plutôt s'inscrire sur le temps long pour pouvoir faire la démonstration par A plus B. Et là, dans l'expérimentation en cours, résultat des courses, à quelle date? Alors, on devait avoir les résultats pour octobre-novembre 2022 pour des conditions en lien avec le Covid et les négociations entre administrations. Le rapport en fait est un petit peu retardé et donc l'assurance maladie a prolongé jusqu'entre mars et mai pour la remise finale du rapport et l'analyse du rapport. Si c'est validé, ils ont une possibilité d'extension entre 12 à 24 mois pour travailler la déclinaison. Donc on peut dire déjà rendez-vous entre mars et mai et puis potentiellement après il y aura 1 ou 2 ans de travail pour décliner dans le droit commun. Très bien, rendez-vous en mai alors pour le résultat. Parfait. Merci Mathieu. Merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment avec toi Michael. Également.